Le Liban n'est pas le Moyen-Orient que beaucoup imaginent. Ce petit pays n'a pas de désert, presque pas de pétrole. Et pourtant, à une époque, il fut plus prospère que le Qatar, Dubaï et l'Arabie Saoudite réunis. Entre ses forêts de cèdres millénaires, ses côtes méditerranéennes, les nuits vibrantes de Beyrouth, une histoire vieille de 5000 ans, une gastronomie célébrée dans le monde entier, et l'un des effondrements économiques les plus saisissants de l'époque moderne, le Liban est un pays de contraste. Alors, comment une nation aussi belle, influente et cultivée a-t-elle pu tomber aussi bas? Et surtout, pourquoi refuse-t-elle encore de disparaître? Les idées reçues sur le Liban. Quand beaucoup de gens pensent au Moyen-Orient, ils voient immédiatement le désert. Immense, sec, infini. Pour une grande partie de la région, cette image n'est pas totalement fausse. Mais le Liban fait exception. C'est le seul pays du Moyen-Orient où l'on ne trouve aucun désert, pas même une petite portion. À la place, on découvre des forêts de cèdres, des chaînes de montagnes, des vallées fertiles et un littoral qui semble parfois appartenir au sud de la France. Situé au croisement des civilisations arabes, méditerranéennes, phéniciennes et françaises, le Liban a façonné une culture profondément singulière, difficile à comparer au reste de la région. Le mode de vie y est étonnamment moderne. La mode occupe une place importante. Les costumes sont fréquents dans les rues. Les clubs, restaurants et cafés à chicha restent animés tard dans la nuit. Hommes et femmes se retrouvent librement. À bien des égards, certaines scènes de la vie libanaise évoquent davantage une grande ville européenne que l'image classique associée au Moyen-Orient. Même le drapeau du pays est parfois mal compris. Le symbole vert au centre est souvent pris par des étrangers pour un sapin de Noël. En réalité, il s'agit du cèdre du Liban, l'un des arbres les plus célèbres du monde antique, recherché depuis des millénaires pour sa solidité et la qualité de son bois. Le Liban n'est donc pas ce que l'on croit. C'est un pays qui fut autrefois plus riche que le Qatar et Dubaï réunis, mais qui affronte aujourd'hui l'un des effondrements économiques les plus graves du monde, dans une indifférence presque générale. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite notre attention. Comme toujours, les informations de cette vidéo ont été rassemblées et recoupées à partir de plusieurs sources. Si certains éléments sont incomplets ou inexacts, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire. Merci beaucoup. D'un pays prospère à un pays appauvri. Il fut un temps pas si lointain où le Liban était plus riche que le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït réunis. Entre les années 1950 et le milieu des années 1970, Beyrouth était la capitale bancaire du Moyen-Orient. Les lois financières y étaient souples, il n'existait pas de contrôle strict d'échange et les intérêts n'étaient pas taxés. Les capitaux affluaient depuis tout le monde arabe. La ville portait alors un surnom prestigieux, le Paris du Moyen-Orient. Et ce n'était pas une simple formule. Sa vie sociale, son architecture, son énergie culturelle et son raffinement donnaient au Liban une avance que beaucoup de pays voisins mettraient encore des décennies à atteindre. Puis la guerre civile éclata. Pendant 15 ans, de 1975 à 1990, le pays fut déchiré. Et le Liban ne redevint jamais complètement le même. Aujourd'hui, plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'inflation a dépassé les 200%. Depuis le début de l'année 2026, la reprise des conflits a déplacé plus d'1 million de personnes, soit près d'un cinquième du pays, tandis que des frappes aériennes ont causé des centaines de morts en quelques jours. Et pourtant, le monde regarde à peine. Au milieu de cette crise économique, des déplacements forcés et de l'incertitude quotidienne, les Libanais continuent d'ouvrir leurs portes. Ils vous inviteront encore à partager un repas. Ils vous serviront du café. Ils refuseront parfois de garder une pièce de trop donnée par un visiteur étranger, parce que dans leur culture, l'hospitalité ne se marchande pas. Alors, si vous en aviez l'occasion demain, iriez-vous au Liban? Oui ou non? Dites-le en commentaire. Des faits surprenants sur le Liban. Regardons maintenant quelques chiffres qui révèlent une autre facette de ce pays. En moyenne, chaque Libanais fume plus de 2000 cigarettes par an.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Liban figure parmi les pays où le taux de tabagisme est le plus élevé au monde. Il suffit de marcher dans un quartier de Beyrouth pour comprendre pourquoi. Cigarettes, chicha et odeurs de tabac font partie du décor social quotidien. Autre réalité étonnante, au Liban, devenir médecin est souvent plus qu'un choix professionnel. C'est une pression culturelle. Une personne sur 10 travaille dans le domaine médical. Le pays possède l'un des ratios médecin-population les plus élevés de toute la région. Être médecin, au Liban, représente un statut, une attente familiale, parfois même une obligation symbolique. Mais derrière cette statistique se cache une autre réalité moins évoquée. Le taux d'abandon dans les études médicales reste important. La pression d'entrer dans ce domaine ne correspond pas toujours au désir d'y rester. Le Liban est situé dans une région connue pour sa richesse pétrolière. Pourtant, le pays lui-même possède très peu de pétrole. Presque tout son carburant doit être importé. Mais il dispose d'une autre richesse, plus ancienne et d'une valeur différente. L'une des plus importantes réserves naturelles d'or de toute la Méditerranée orientale. Et si vous aimez le vin, le Liban pourrait vous surprendre. Cette terre possède l'une des traditions viticoles les plus anciennes du monde, vieille de plus de 5000 ans. Aujourd'hui, plus de 60 domaines viticoles opèrent dans la vallée de la Bekaa, exportant chaque année des millions de bouteilles vers la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le vin libanais n'est pas une curiosité moderne. C'est un héritage. Enfin, il faut comprendre ceci. Il y a plus de Libanais vivant à l'étranger qu'au Liban lui-même. Entre 8 et 14 millions de personnes d'origine libanaise vivent dans plus de 100 pays. À l'intérieur du pays, la population tourne autour de 7 millions d'habitants. Parmi eux se trouvent aussi plus d'1 million de réfugiés syriens et environ 400 000 Palestiniens. Ce qui fait du Liban le pays ayant l'une des plus fortes densités de réfugiés au monde. Avant cette vidéo, connaissiez-vous l'un de ces faits sur le Liban? Dites-le nous en commentaire. 4. Les femmes libanaises et la culture de l'apparence. Les personnes qui visitent le Liban évoquent souvent une impression commune. La place accordée à l'élégance, au style et à la présentation personnelle y est particulièrement visible. Le Liban est régulièrement associé à des reines de beauté, des icônes de mode et des influenceuses régionales. Cette image s'inscrit dans un mélange d'héritage méditerranéen et arabe, façonné par des milliers d'années de circulation culturelle le long de l'une des côtes les plus fréquentées de l'histoire humaine. Pour de nombreuses femmes libanaises, le soin de l'apparence occupe une place importante. Skincare, mode, maquillage, coiffure et présentation ne sont pas de simples détails. Ils font partie d'un langage social quotidien. Pour une partie de la population, cet investissement passe aussi par la chirurgie esthétique. Le Liban est devenu une référence régionale en matière de chirurgie plastique. L'intervention la plus demandée est la rhinoplastie, c'est-à-dire la modification du nez. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 1,5 million d'interventions auraient été réalisées dans un pays d'un peu plus de 6 millions d'habitants. Cela reviendrait à environ une personne sur 4 ayant recours chaque année à une procédure esthétique. Même la grave crise économique n'a pas totalement freiné ce secteur. Au contraire, l'industrie s'est adaptée. Au Liban, la recherche de beauté ne se réduit pas simplement à la vanité, comme certains pourraient le juger de l'extérieur. Elle est liée à l'identité, au rang social et à une forme de fierté culturelle qui a survécu aux crises les plus profondes. Et si vous avez un jour la chance d'assister à un mariage libanais, vous comprendrez rapidement que ces événements sont inoubliables. Les familles ne dépensent pas seulement des milliers de dollars. Certaines cérémonies atteignent des montants considérables. Les célébrations sont fastueuses, organisées dans de luxueuses salles de réception, avec une abondance de plats traditionnels libanais. Selon la tradition, la mariée porte une somptueuse robe blanche, tandis que le marié apparaît dans un élégant costume 3 pièces noires. Pendant la réception, les invités se tiennent par la main pour danser la dabke, une magnifique danse traditionnelle en cercle. Malgré l'arrière-plan islamique d'une partie du pays, de nombreux mariages libanais peuvent rappeler des célébrations occidentales. Les tenues sont parfois très modernes et audacieuses.
Le couple partage une danse spéciale, tandis que les invités les couvrent d'argent, de cadeaux et de vœux sincères pour leur avenir. 5. Les lois étonnantes propres au Liban. Voici un fait qui mérite d'être relu 2 fois. Au Liban, on ne peut pas se marier civilement dans son propre pays. Du moins, pas selon une loi civile nationale. Le Liban reconnaît officiellement 18 communautés religieuses différentes, et chacune possède son propre système judiciaire pour gérer les affaires personnelles. Mariage, divorce, héritage. Il n'existe pas de loi civile du mariage applicable à tous de manière égale. Si vous voulez vous marier, vous devez le faire à travers votre institution religieuse, devant votre tribunal religieux, selon les règles de votre communauté. Mais que se passe-t-il si vous tombez amoureux d'une personne d'une autre religion? Vous prenez l'avion pour Chypre. Ce n'est pas une blague. Les couples qui souhaitent un mariage civil, non placé sous l'autorité d'une institution religieuse, se rendent souvent à Chypre, y enregistrent leur union, puis rapportent les documents au Liban pour qu'ils soient officiellement reconnus. L'ironie que beaucoup de Libanais racontent avec un mélange de rire et de fatigue est la suivante. On peut divorcer civilement au Liban, mais on ne peut pas s'y marier civilement. Le pays accepte de mettre fin à une union sur une base neutre, mais pas de la commencer de cette façon. Et si vous pensez qu'il suffit de changer de religion pour contourner le problème, la réalité est bien plus compliquée. Au Liban, l'appartenance religieuse de chaque personne est inscrite dans les registres officiels. Modifier cette inscription ne relève pas seulement de la conviction personnelle ou d'une simple démarche administrative. C'est un labyrinthe bureaucratique impliquant plusieurs tribunaux, des conflits de compétences et des conseils religieux rarement enclins à coopérer. Beaucoup de Libanais plaisantent en disant qu'il est parfois plus facile de changer de nationalité que de changer de religion enregistrée. Voilà la réalité juridique du Liban actuel. Un pays qui, à bien des égards, figure parmi les plus ouverts socialement de la région, mais dont les affaires les plus intimes restent encadrées par un ensemble de lois religieuses héritées en partie de l'époque ottomane. Cette contradiction est profondément libanaise, et elle révèle la complexité du pays mieux que presque n'importe quel autre exemple. 6. Les rituels culturels du quotidien libanais. Chaque culture possède ses règles invisibles, ces gestes que les habitants accomplissent naturellement, mais que les étrangers ne remarquent qu'en les transgressant. Le Liban en possède quelques-unes parmi les plus fascinantes. Commençons par le bois. Lorsqu'un Libanais obtient un nouveau travail, achète une voiture ou partage une bonne nouvelle, son premier réflexe n'est pas forcément de célébrer bruyamment. Souvent, il cherche une surface en bois et frappe dessus. L'idée que la chance doit être protégée du mauvais œil est profondément ancrée. Frapper du bois devient alors un geste réflexe pour empêcher le bonheur de s'échapper. Puis vient le café. Le café libanais porte une influence turque, mais il a développé son propre caractère. On le prépare lentement dans une petite cafetière en laiton appelée rakoué, avec du café très finement moulu, de l'eau et parfois une touche de cardamome. Dans la vallée de la Bekaa, on le boit souvent sucré. Dans les montagnes, on le préfère fort et sans sucre. Partout, il reste non filtré, laissant une couche épaisse de marc au fond de la tasse. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Une fois le café terminé, on retourne la tasse sur une assiette, on attend que le marc se dépose, puis on la remet à l'endroit pour lire les formes qu'il a laissées. Un cercle peut annoncer l'amour. Une forme d'arbre suggère un nouveau départ. Des lignes qui se croisent peuvent signaler des difficultés à venir. La personne qui interprète la tasse peut être une amie, une tante ou même le propriétaire du café. C'est à la fois léger, social et pris très au sérieux. Un autre rituel peut surprendre. Si quelqu'un fait tomber une tasse et qu'elle ne se casse pas, certaines familles libanaises vont volontairement la briser. La logique est précise. Un objet fragile qui refuse de se casser retiendrait une forme de malchance. Il faut donc le détruire complètement pour couper le mauvais présage avant qu'il ne se propage. Et puis il y a la façon de saluer. Au Liban, on ne se contente pas d'un signe de la main en entrant dans une pièce. On ne hoche pas simplement la tête vers un groupe. Si 20 personnes sont présentes, on va saluer chacune d'elles individuellement.
Poignée de main, légère accolade, main sur l'épaule. Avec les proches, 3 bises sur les joues, gauche, droite, gauche, chaque personne, à chaque fois. Ça prend plus de temps, c'est plus intime, et cela explique beaucoup de choses sur la manière dont les Libanais conçoivent les liens humains. Beyrouth, la ville immortelle de la Méditerranée. Laissez-moi vous parler d'une ville qui, en théorie, n'aurait pas dû survivre. Beyrouth est l'une des plus anciennes villes habitées en continu au monde. Depuis plus de 5000 ans, des populations y vivent sans interruption. Ce fait seul est déjà remarquable. Mais ce qui rend Beyrouth extraordinaire, ce n'est pas seulement sa longévité. C'est le nombre de fois où elle a été détruite, puis reconstruite à partir de presque rien. 7 fois. Ce chiffre provient de sources archéologiques, de textes anciens et de la mémoire orale libanaise. Le tremblement de terre de 551 après Jossa rasa entièrement la ville. Les Grecs passèrent par là, puis les Romains, puis les Croisés, puis les Mamelouks, puis les Ottomans. Chaque conquête, chaque catastrophe, chaque vague de destruction réduisit Beyrouth en ruines. Et chaque fois, la ville fut reconstruite au même endroit. Aujourd'hui encore, lorsque des ouvriers creusent de nouvelles routes à Beyrouth, ils découvrent régulièrement ce qui repose sous la surface. Fondation phénicienne vieille de 3000 ans, marche romaine, aqueduc byzantin. La ville est construite sur elle-même, couche après couche, comme un livre géologique de la civilisation humaine. Certains archéologues la décrivent comme un gâteau à plusieurs strates, où chaque couche correspond à un monde ancien qui existait jadis à la surface et repose désormais sous terre. C'est pour cela que Beyrouth porte le surnom de Phénix du Moyen-Orient, ou encore de ville immortelle de la Méditerranée. Une ville qui brûle, s'effondre et renaît. Pas seulement au sens figuré, littéralement. 7 fois documenté. Géographiquement, Beyrouth possède aussi un privilège rare. Son centre-ville se trouve directement sur la côte méditerranéenne. Mais en roulant 45 minutes vers l'est, on atteint les montagnes du Liban, qui culminent à plus de 3000 mètres et restent enneigées pendant l'hiver. Cela signifie qu'un jour d'hiver dégagé, il est possible de se baigner dans la mer le matin et de skier en début d'après-midi sans quitter la grande région de Beyrouth. Très peu d'endroits au monde permettent cela. Beyrouth en fait partie. Et puis, il y a la vie nocturne. La réputation de Beyrouth comme ville qui ne dort jamais n'est pas un slogan publicitaire. C'est une réalité. Bars sur les toits, clubs souterrains, scènes de jazz, restaurants en plein air. La ville vit à pleine intensité 7 soirs par semaine. Le lundi peut ressembler au samedi. L'énergie ne baisse pas simplement parce que le calendrier l'exige. Beyrouth fait la fête parce qu'elle l'a toujours fait. Et parce qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle semble avoir décidé que la joie ne devait jamais être remise à plus tard. Brit. Une cuisine exceptionnelle que beaucoup n'ont pas encore vraiment explorée. Si vous avez déjà goûté à la cuisine libanaise, vous savez qu'elle est excellente. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est la profondeur de cette tradition culinaire et l'importance que les Libanais accordent au fait de manger ensemble. Commençons par quelque chose qui semble simple, la salade. Au Liban, une salade n'est pas un simple accompagnement. C'est une déclaration. Le taboulé, préparé avec du boulgour, du persil frais, du jus de citron et de l'huile d'olive, est l'une des préparations les plus savoureuses que vous puissiez goûter, même si, techniquement, ce n'est qu'une salade. Le fatouche, avec son pain frit croustillant, ses légumes frais et sa vinaigrette citronnée à l'ail, est le genre de plat que l'on goûte une fois avant d'essayer de le reproduire pendant des années à la maison. Le Liban est aussi un paradis pour ceux qui ne mangent pas de viande. Environ un quart de la population suit une alimentation végétarienne ou semi-végétarienne. Les plats sans viande n'y sont donc pas des options secondaires. Ce sont souvent les pièces maîtresses du repas. Le houmous en est l'exemple le plus célèbre. Pois chiches mixés, huile d'olive, ail, citron, un plat si simple qu'il ne devrait pas être aussi remarquable. Le Liban prend le houmous tellement au sérieux qu'il s'est un jour retrouvé dans une rivalité diplomatique avec Israël pour savoir quel pays pouvait revendiquer le record du plus grand plat de houmous au monde. Le Liban l'a emporté avec une assiette pesant plus de 23 000 livres, soit plus de 10 tonnes de houmous. Voilà à quel point ce pays respecte sa cuisine.
Pour ceux qui mangent de la viande, la kafta et le shish taouk sont des références. Des brochettes de viande marinée avec de la cannelle, de la muscade, de l'ail et du citron, grillées au charbon de bois, puis servies avec du pain pita chaud et une sauce crémeuse à l'ail. Le mélange d'épices méditerranéennes et de cuisson à la flamme donne une saveur difficile à retrouver ailleurs. Puis il y a le kébé. Du bœuf ou de l'agneau haché, mélangé avec du boulgour et des épices, façonné en forme ovale, puis frit ou cuit au four. Certains Libanais le mangent même cru. Le plat possède des dizaines de variantes régionales, et chaque famille est convaincue que sa recette est la vraie. Au petit déjeuner, on retrouve le manakish. C'est un pain plat garni d'un mélange d'épices à base de thym, de sésame et de sumac, parfois accompagné de fromage ou de viande hachée. À moitié pizza, à moitié tartine et totalement libanais. On peut le manger au petit déjeuner, au déjeuner ou à minuit. Il n'y a pas de règle. Les Libanais ont une phrase qui résume parfaitement l'esprit de leur culture culinaire. Avec du pain et de la limonade, ils pourraient manger le monde entier. Cela semble exagéré. Mais après avoir mangé au Liban, cette phrase paraît beaucoup plus réaliste. 9. Les festivals qui révèlent l'âme du Liban. Les Libanais accordent une grande importance aux fêtes. Elles occupent une place centrale dans la vie culturelle et sociale du pays. Au Liban, les célébrations sont diverses et reflètent la pluralité religieuse et culturelle nationale, en mêlant souvent les traditions de plusieurs communautés. Les familles musulmanes célèbrent l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha avec des repas, des réunions familiales et des gestes de générosité qui dépassent parfois leur propre communauté. Les familles chrétiennes célèbrent Noël et Pâques avec une chaleur et des traditions conservées depuis des siècles. Et au Liban, ces fêtes ne se déroulent pas toujours dans des mondes séparés. Elles se croisent. Des voisins de religions différentes se rendent visite pendant les fêtes des uns et des autres. La table reste ouverte. Mais au-delà du calendrier religieux, le Liban possède aussi des festivals culturels qui mériteraient une bien plus grande reconnaissance internationale. Le Festival international de Zouk Mikael se déroule dans une ancienne ville de l'époque ottomane, à environ 15 minutes de Beyrouth. La scène est installée au cœur de l'ancienne place du village, un lieu de rassemblement depuis le Moyen Âge. Jazz, opéra, musique du monde, fusion traditionnelle. Les sons modernes résonnent entre les murs de pierre et les arbres anciens. Des artistes venus de France, de Grèce, d'Égypte, d'Arménie et de la scène libanaise s'y produisent. L'alliance entre musique contemporaine et architecture séculaire crée une atmosphère que l'on ne retrouve presque nulle part ailleurs. Il y a aussi le Festival international de Byblos, organisé dans l'ancien port de Byblos, l'une des plus vieilles villes habitées en continu de la planète. La scène se trouve près de l'eau. Les torches et les lumières se reflètent sur la Méditerranée. Le bruit des vagues se mêle à la musique. Pop, rock, jazz, folk, arabe. Les styles changent, mais le décor reste inoubliable. Pierres antiques, mer ouverte et concerts sous les étoiles. Et puis, il y a le marathon de Beyrouth. Ce n'est pas simplement une course, c'est le plus grand rassemblement annuel de la capitale, et il fonctionne presque comme une déclaration nationale. Des dizaines de milliers de personnes, venues de toutes les religions, de tous les milieux et de tous les quartiers, courent ensemble dans les rues de Beyrouth. Les participants portent souvent des tenues imprimées de messages sociaux. Protection de l'environnement, soutien aux personnes handicapées, égalité entre les femmes et les hommes. Le marathon de Beyrouth appartient à tout le monde. Et dans un pays qui a connu certaines des divisions sociales et religieuses les plus profondes du monde moderne, cette appartenance commune a une signification immense. 10. Ce qu'il faut savoir avant de visiter le Liban. Si vous envisagez de visiter le Liban, et après tout ce que nous venons de voir, j'espère que cette idée vous traverse l'esprit, quelques conseils peuvent rendre votre voyage beaucoup plus agréable. Le premier concerne les additions au restaurant. Dans certaines zones, surtout au centre de Beyrouth ou sur la côte près de Batroun, des restaurants peuvent déposer sur votre table des choses que vous n'avez pas commandées. Un petit dessert, une corbeille de pain, une bouteille d'eau. Vous pourriez penser que c'est offert. Ce n'est pas toujours le cas. À la fin du repas, ces éléments peuvent apparaître sur l'addition.
Ce n'est pas universel, et ce n'est pas forcément considéré localement comme malhonnête. C'est plutôt une forme de service suggéré devenue courante dans certaines zones touristiques. La solution est simple. Dès que vous vous installez, demandez directement au personnel ce qui est inclus et ce qui est facturé. Une seule question peut éviter toute confusion. Deuxième chose à comprendre. Le Liban fonctionne souvent avec deux niveaux de prix. L'un pour les habitants, l'autre pour les étrangers. Ce n'est pas nécessairement une arnaque. C'est aussi une conséquence du fait que les touristes pèsent souvent en dollars américains, une monnaie qui conserve une valeur bien plus forte que la monnaie locale. Mais cela signifie qu'il est essentiel de demander les prix à l'avance. Dans les taxis, les petits restaurants, les marchés, ne supposez rien. Demandez tout. Troisièmement, faites attention à l'endroit où vous vous trouvez. Beyrouth est une ville de quartier, et l'atmosphère peut changer radicalement en une seule rue. Une avenue moderne et cosmopolite peut déboucher sur une communauté aux coutumes religieuses beaucoup plus traditionnelles. Porter des vêtements trop voyants ou prendre des photos sans observer le contexte peut être perçu comme irrespectueux dans certains lieux. Lisez l'environnement. Adaptez-vous. Enfin, l'élément le plus important à comprendre sur le Liban est aussi l'un des plus agréables. L'hospitalité libanaise est extraordinaire. Elle n'est pas jouée. Elle est réelle, profonde, parfois même presque déroutante pour ceux qui n'y sont pas habitués. Si quelqu'un vous invite à manger, acceptez. Si l'on vous offre du thé, prenez au moins une gorgée. Refuser immédiatement, surtout dans une maison, peut être compris comme une marque de malaise ou de rejet. Accepter avec gratitude, même partiellement, est une façon de montrer du respect. Le Liban vous nourrira, vous accueillera, vous surprendra et remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen-Orient. C'est un pays qui est brisé plus de fois qu'il n'aurait dû survivre. Et pourtant, il tient encore debout. Il reconstruit, il rit, il cuisine, il danse, il sert le café. Combien d'autres pays existent dans le monde, petits, ignorés, mal représentés, portant une histoire aussi riche, des contradictions aussi puissantes, et un peuple aussi résilient, pendant que le reste du monde défile sans vraiment regarder. Le Liban a presque la taille du Connecticut. Il n'a pas de désert, pas de pétrole, et certainement pas de pénurie de crise. Pourtant, il possède 5000 ans de tradition viticole. Une ville détruite et reconstruite 7 fois, une cuisine capable de rivaliser avec les meilleurs du monde, et un peuple qui peut nourrir un étranger avant de penser à lui-même. Ce n'est pas un pays que l'on oublie. C'est un pays qui change notre manière de voir le monde. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, une curiosité, une question, une envie d'en savoir plus, partagez-la avec quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le Liban. Car le plus beau destin d'une histoire aussi puissante, c'est d'être entendu par davantage de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, afin que nous puissions nous retrouver dans notre prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Votre soutien compte énormément. Je vous souhaite le meilleur.